Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Aujourd'hui, nous recevons de nouveau Youssef Indy. Bonjour Youssef, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ça va? De nouveau, oui, c'est vrai. Merci pour ton invitation, mais ça fait un moment déjà. Il me semble que la dernière était soit avec sur Michel Onfray, pas avec lui, avec Jonathan Sturel ou Pierre-Antoine Plaquevent. Je me souviens plus c'était laquelle dans l'ordre. C'était avec Jonathan Sturel, je crois que Enfin, c'était en sur août ou l'autre, septembre. c'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, je vais faire quelques petits propos avant et nous allons nous lancer. Donc Tipeee, merci infiniment pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à faire des dons réguliers, c'est important. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a toujours besoin comment dire, que la chaîne puisse survivre et cet argent m'est bien utile pour la suite de la chaîne. Odyssée, n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à y aller car YouTube n'est pas vraiment stable hein, en termes comment dire, de libre pensée. Donc on risque tôt ou tard, voire même cette vidéo, se faire censurer. Telegram, n'hésitez pas les Telegram. C'est vrai que je suis moins actif en ce moment. J'ai quelques petites choses à régler de mon côté d'ordre personnel. Donc je poste des choses diverses et variées. Allez y faire un tour. Instagram, pareil, je suis un petit peu moins actif ces derniers temps. J'y poste toujours les types d'ouvrages que vous voyez derrière moi pour vous donner goût à la lecture. Ensuite, j'ai une autre annonce. Alors, certains le savent déjà. Euh, je sors mon roman ressort aux éditions Le Verbeau pour cette fin d'année. Il sera agrémenté d'une postface de Pierre Hillard. Donc, c'est vraiment à lire. C'est un roman sur l'enracinement. Je pense que ça pourra plaire à bon nombre de personnes, enfin en tout cas je l'espère. Il va sortir incessamment et je vous communiquerai donc les précommandes directement sur le site, à mon avis sur Telegram, je ferai ça et puis je me ferai certainement interviewer sur la chaîne par quelqu'un. Donc je ne dirai pas de qui il s'agit et je salue la personne au passage. Donc de retour, Youssef, tu nous reviens donc pour ce nouvel ouvrage qui s'appelle Covidisme et messianisme, sous-titré Tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice, en collaboration donc avec Strategica. Aux Et éditions KA Édition en collaboration avec Strategica. voilà. Donc qui est sorti, il me semble, il y a 2, 3 semaines à peu près. Il y a presque un mois maintenant, je crois qu'il est sorti le 9 novembre officiellement. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Alors, tu fais un petit peu le tour de la crise, on va dire, sanitaire, mais tu as un prisme, une grille de lecture qui est, à mon avis, l'une des plus pertinentes qui soit. Et tu vas justement nous en parler dans les grandes lignes. On précise que nous n'allons pas rentrer dans le détail du livre. C'est important pour l'auteur et même pour vous d'aller y jeter un œil, de vous procurer l'ouvrage. Vous pourrez voir cela en lien dans la description sous la vidéo. Alors donc le covidisme est un accélérateur historique, c'est ce que tu écris, mais avant tout, tu dit qu'il faut quand même bien comprendre la structure du messianisme juif euh, pour en avoir un peu les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu peux nous parler de cela, enfin nous éclairer, s'il te plaît, Youssef? Oui, alors l'ouvrage se divise en trois parties. Oui. Première partie, introduction au messianisme. La deuxième partie sur le Covidisme en tant qu'accélérateur historique. Alors, quand je dis accélérateur historique, c'est de multiples processus qui ont été enclenchés, notamment en Occident, depuis plusieurs décennies, notamment sur le plan économique et social, mais pas seulement. Et la troisième partie est une interprétation religieuse et anthropologique du covidisme, plus précisément la dimension sacrificielle Mhm. du covidisme avec ses différents volets. Alors, je parle d'accélérateur historique, ça j'avais déjà commencé à écrire là-dessus et publié sur Strategica dès le premier confinement en avril 2020. Mhm. C'était ma première intuition, disons, mais c'était assez étayé dans un texte détaillé, très argumenté. Et ce concept, d'ailleurs, je tiens à le préciser, a été repris par des auteurs, des journalistes,
depuis très, très rapidement par les Échos, par Barbara Stiegler, Emmanuel Todd et d'autres, sans citer la source bien sûr, comme souvent, mais l'idée a fait son chemin très, très rapidement. Maintenant, autre aspect, là, par contre, qui n'a pas été repris par ces auteurs et journalistes, c'est la dimension messianique du Covid, du Covidisme. Ce que je dis, c'est que le Covid en soi, le Covid-19 n'est pas messianique en soi. Ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que le Covid a été perçu, du moins utilisé par une partie de l'oligarchie occidentale comme une catastrophe permettant d'opérer un saut qualitatif vers la fin de l'histoire, vers ce monde, ce qu'ils appellent le monde d'après. Mais cette narration, on l'a déjà entendue dans certains milieux durant et après la Révolution de 1789, dans la tradition républicaine, dans la tradition socialiste, communiste, avant, pendant et après la Révolution bolchevique, après la Seconde Guerre mondiale. Chacune de ces grandes catastrophes historiques a été perçue par certains, des acteurs importants, hein, des acteurs politiques et idéologiques importants, comme cette rupture historique, cette grande catastrophe menant vers les temps messianiques. Alors, dans le communisme, les temps messianiques s'appellent la dictature du prolétariat. Mhm. Euh, Chez Francis Fukuyama, à la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin, ça a été le libéralisme vu comme la fin de l'histoire, donc la nouvelle humanité. Donc il y a toujours cette structure-là qui est d'ordre messianique, consciemment ou pas, dans le discours d'un certain nombre d'idéologues et, comme je l'ai dit, d'acteurs politiques. Donc pour comprendre le pourquoi de cette vision, l'origine de cette vision historique, ces catastrophes censées mener à un monde paradisiaque, il faut revenir à la Bible hébraïque, parce que c'est dans la Bible hébraïque qu'apparaît cette conception de l'histoire, c'est-à-dire une rupture amenant les temps messianiques qui sont en fait une combinaison, une fusion de restauration de l'Éden paradisiaque et d'un monde utopique qui n'a jamais existé. Et pourquoi il y a pourquoi je dis dans la Bible hébraïque et non pas les évangiles ou le Coran, bien que ce soit trois monothéismes, parce que dans la Bible hébraïque, dans la Genèse, Béréchit, le paradis est sur terre, quelque part en Mésopotamie. Et là, c'est un point de divergence fondamental entre le judaïsme, d'une part, et le christianisme et l'islam, d'autre part, parce que dans les évangiles et dans le Coran, il est très clair que le paradis n'est pas sur terre. Le paradis est dans Au-delà. l'au-delà. Donc, c'est pour ça que je parle de messianisme juif, spécifiquement juif, et non pas de messianisme tout court. Parce qu'il y a un messianisme dans le christianisme, qui n'est pas un messianisme actif, hein, c'est l'attente de la parousie, en fait, du retour du Christ. Et dans l'islam aussi, il y a cette attente du retour du Christ. Dans le judaïsme, dans la Bible hébraïque, il y a cette attente de l'arrivée du Mashiach, qui est censé être le descendant donc, du roi David, et qui doit instaurer une espèce de gouvernement mondial, en fait. D'où cette mention de gouvernance mondiale, de gouvernement mondial plus précisément, dans la bouche d'Henry Kissinger, de Gordon Brown, de Jacques Attali, d'Albert Einstein après la Seconde Guerre mondiale. Je rapporte toutes les citations. Donc, pour comprendre la structure de ce messianisme, c'est cette dualité entre restauration et instauration d'un monde utopique, j'ai rédigé donc, dans cet ouvrage toute une première partie où, pour la première fois, je pars de l'origine du messianisme dans la Bible hébraïque jusqu'à nos jours. Dans mes autres ouvrages, j'avais traité du messianisme actif, Mhm. en me concentrant notamment sur la tradition kabbalistique, sur le messianisme actif qui naît au Moyen-Âge et qui est un contournement de l'interdit talmudique, qui interdit en fait le retour en Terre Sainte et la tentative de dater la venue du Messie, dater les temps messianiques. Là, dans cet ouvrage-là, Messianisme et Covidisme, je reviens au temps biblique et je contextualise
cette naissance de l'idée messianique, et je dirais même des idées messianiques, parce qu'il y a différents types de messianisme déjà dans la Bible hébraïque. Voilà, pour l'introduction. Et je ne rentre pas dans les détails. On rentre pas dans les détails. Alors, qui sont, Presque d'après sans hectares de qui sont, détails. d'après toi, les acteurs principaux, justement, ce messianisme, on va dire, les contemporains, qui sont principalement ces acteurs? Quelle est cette oligarchie? Parce qu'on voit de tout. Tu vois, on a quand même cette oligarchie dite juive ou sioniste, si l'on peut dire, mais Il nous faudrait avons plutôt dire aussi judéo-protestante. judéo-protestante, voilà, voilà. Mm. Et nous avons des gens qui collaborent clairement avec eux sans faire partie comment dire, de cette attente du Mashiach. Qui sont ces acteurs? Bah, ces acteurs, ils sont nombreux, ils ont des profils différents. Vous avez la tendance, disons, sioniste, internationale, likoudnique, toute la branche autour de Netanyahou, Naftali Bennett, et, euh, et, et- et le lobby pro-israélien qui accompagne cette politique religieuse, hein. Je ne l'ai pas rapporté dans cet ouvrage-là, mais dans un autre ouvrage, on voit par exemple au début des années 90, Benjamin Netanyahou avec une kippa sur la tête, face au grand rabbin Mendelssohn Schneerson, qui est un des plus grands rabbins de l'époque, qui est mort en 1994 et qui a été considéré comme un messie potentiel. Et ce grand rabbin était en train de tancer Benjamin Netanyahou en lui disant beaucoup de choses ont avancé jusque-là, mais il y a une chose qui n'a pas avancé, c'est que le Mashiach n'est pas encore là. Et il lui dit, vous devez faire en sorte qu'il vienne. Et Netanyahou lui répond, nous faisons, nous faisons. Et le rabbin lui répond, vous ne faites pas assez. Et alors, dans cet aréopage, si on va plus loin, notamment aux États-Unis, on retrouve des personnages qui sont des protestants sionistes et qui attendent l'Armageddon. Je pense par exemple à l'ancien secrétaire d'État de Trump, Mike Pompeo, qui est un chrétien protestant sioniste évangélique fanatique. Vous avez dans une autre tendance, là ce serait plutôt George Soros, alors je renvoie à l'ouvrage de Pierre-Antoine Plaquevent sur le sujet, hein, la politique du globalisme, George Soros et la société ouverte, où il explique bien que George Soros avait des aspirations messianiques, se prend même peut-être lui-même pour un messie, et veut faire advenir un nouvel ordre en fait mondial qui serait de tendance globaliste, c'est-à-dire abolition des nations. Et vous avez par exemple en France, alors je cite aussi, comme je vous l'ai dit, Henry Kissinger, qui est un des architectes de l'impérialisme américain dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui n'est pas rien, qui, dès que la pandémie s'est déclenchée du Covid-19, a déclaré que c'était la plus grande catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'il fallait absolument aller vers un gouvernement mondial pour répondre à cette épidémie. En France, vous avez aussi un Jacques Attali qui est un peu la combinaison de George Soros et de Netanyahou, qui est pour un globalisme, c'est-à-dire abolition de toutes les traditions des nations et des religions traditionnelles, et en même temps, euh, donc un gouvernement mondial avec comme capitale Jérusalem. Donc on a double projet à la fois territorial, impérial, enraciné en Terre Sainte, et un projet globaliste. Donc ces messianistes sont nombreux, et pourquoi je parle d'eux, pourquoi j'écris sur ce sujet, parce que ce sont les gens qui ont le pouvoir euh, en Occident. Il ne faut pas oublier que les Rothschild ont fait partie des premiers à acheter, par exemple, des terres en Palestine dès les années 1880, bien avant Theodore Herzl, pour restaurer le royaume d'Israël, en somme. Donc on a affaire à des mouvements historiques euh, très puissants, idéologiques sur le plan idéologique, donc des mouvements historico-idéologiques très puissants, portés par des puissances financières prépondérantes dans le monde occidental. Ce n'est pas rien, on n'est pas en train de parler de quelques fanatiques isolés. On parle de gens qui ont les manettes en Occident. Et puis derrière eux, vous avez
des oligarques, des gens comme Bill Gates, etc., qui accompagnent le mouvement, qui ne sont pas forcément, eux, de grands idéologues ou des messianistes, mais comme on le sait, Bill Gates était proche d'Epstein et il est d'une certaine manière tenu. Et de ce fait, il accompagne aussi ce mouvement globaliste, messianique, qui a plusieurs volets. Volet économique, social, écologique, sanitaire, et ainsi de suite. Justement, tu me fais penser à une chose, mais est-ce qu'il existe une sorte de contre-oligarchie, contre-pouvoir de ces gens, des gens puissants, qui seraient à même de contrer le plan tel qu'il est? On entend par exemple en ce moment, c'est ce que j'ai entendu de certains auteurs, que Omicron serait justement quelque chose qui aurait été lâché par une sorte de dissidence scientifique comme vaccin pour contrer justement les formes covidiques que l'on a aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir ce genre de choses, mais en termes de puissant, on voit, je crois, c'est Elon Musk qui commence à s'insurger plus ou moins avec des propos quand même bien trempés Sur sur, la dénatalité, je crois, oui, je crois Elon sur le Musk. mathusianisme, ce genre de Ouais, choses, parce que ouais. voilà, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces gens-là sont pour une dénatalité, donc sont des Malthusiens. Je crois qu'on en est à l'élimination de 3 milliards d'individus, c'est ce qui me semble avoir lu dans ton ouvrage. Je rapporte, oui, plusieurs articles du journal Le Monde, du Washington Post, C'est qui, ça, eux, rapportent en fait des études produites par exemple par la London School of Economics qui ont été commandées, donc une étude qui a été commandée par une ONG qui milite pour la réduction de la population mondiale. Donc, et ce sont des organisations qui ont pignon sur rue et surtout qui alimentent des discours politiques. Dans le monde oligarchique, j'ai mentionné Bill Gates, je renvoie aussi aux travaux de Pierre-Antoine Plaquevent pour Stratégica sur le sujet, mais aussi dans le monde, dans la tendance écologique. Je cite par exemple l'ancien ministre de l'écologie, Yves Cochet, et d'autres écologistes militants qui, eux, prônent pour une dénatalité. Et l'objectif, selon eux, ce serait de sauver la planète. Donc, en fait, ce qu'ils nous disent, je cite le patron de l'ONG en question, américaine, qui nous dit en gros que le réchauffement climatique est dû au nombre trop important, nombre surnuméraire d'enfants qui naissent notamment en Occident, et leur production carbone serait problématique. Donc, il s'agit de réduire la population mondiale. Et alors, effectivement, dans l'oligarchie, il y a quelques voix dissonantes. Alors, Elon Musk, par exemple, est un transhumaniste, hein. Et oui, Je crois que récemment, il a réussi à implanter une clé USB dans le cerveau d'un cochon. Enfin, je veux dire, euh, donc oui, alors lui, Elon Musk, effectivement, est contre, est un anti-malthusien, mais il appartient quand même à cette tendance transhumaniste, donc on ne va pas se rallier à cela. Tu me posais la question quant aux forces opposées, c'est-à-dire des forces anti-globalistes au cœur en fait, du monde oligarchique. ça. Et il y en avait eu un, bah, c'était en 2016, qui a fait un mandat et qui a été viré, c'est Donald Trump. Quoi qu'on pense en fait du personnage, de ses déclarations, etc., dans les faits, il a voulu mener une politique nataliste aux États-Unis, une politique de réindustrialisation protectionniste, donc anti-globaliste économique. Sur le Covid, il a quand même combattu la narration du Covid, du Covidisme, même si quand même Il y a eu quand il même a, au proposé de se faire départ, vacciner. bah oui, il a été favorable à la vaccination, mais aujourd'hui, après qu'il ait perdu, entre guillemets, la dernière élection présidentielle américaine, il a déclaré qu'il y a plus de malades vaccinés que de malades non vaccinés. Donc là, il est quand même revenu sur la vaccination et visiblement, il avait été intoxiqué par Anthony Fauci. Donc, pour ce qui est de l'Occident, c'est ça. Pour ce qui est du cœur de l'Occident, aux États-Unis, ça a été vraiment l'épisode marquant
et l'épisode symbolisant cette opposition au sein même de l'oligarchie. C'est-à-dire, on n'est pas américain, Donald Trump n'est pas notre allié, mais si on se place du point de vue américano-américain, Donald Trump a été un président qui a défendu les intérêts du peuple américain, pas des autres peuples, hein. On n'est pas concerné. Mais en tout cas, il a essayé de revenir sur ce processus globaliste de désagrégation de la nation américaine et de son économie. Et bon, les chiffres sont parlants. Il a réussi à faire diminuer le chauffage, à relancer la croissance économique. Le chômage parmi les Noirs, les Afro-Américains, les Latino-Américains a été sous Donald Trump le plus bas depuis plusieurs décennies. Le chômage des femmes aussi a diminué. Bon, il a mené une politique qui visiblement n'a pas plu à l'oligarchie financière américaine. Et ils se sont débarrassés de lui. Donc voilà l'épisode qu'on peut relever en fait de cette confrontation. Mais en France, en France, on n'y est pas encore. Hormis lui, tu ne vois aucune grosse légume, si je puis dire, qui Aux États-Unis, partout. franchement, là, il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Quand on voit en Allemagne, là, celui qui a succédé à Merkel est encore pire que Merkel sur la politique covidienne. En Grande-Bretagne, quand même, ils ont Boris Johnson et ils ont fini par sortir de l'Union européenne. Mais on a vu en 2020 que Boris Johnson avait voulu éviter le confinement. Il a reçu des pressions apparemment énormes. Finalement, il a confiné. Et la Grande-Bretagne a été un des pays qui a été en pointe dans la vaccination de masse. Et d'ailleurs, c'est là qu'est apparu le variant anglais. Donc, il y a eu Israël et la Grande-Bretagne qui ont été en pointe dans la vaccination. Donc, on ne peut pas dire bon, que Boris Johnson a été. Mais je crois que maintenant, ils ont tout réouvert en Grande-Bretagne. Donc, je je vois pas grand-chose là dans le monde occidental pour l'instant qui soit au niveau des élites dirigeantes, qui soit vraiment encourageant de ce point de vue-là. Mais bon, on verra, hein. Pour revenir sur justement Israël, pourquoi donc la tyrannie sanitaire s'exerce vraiment fortement chez eux? Donc c'est là que ton livre touche on dirait un point nodal, qui est le sacrifice dont tu parles je crois que c'est vers la fin, il me semble que c'est la dernière partie. Dans la dernière partie, oui, Ouais, je c'est parle de ça. cela. Tu parles du sacrifice, tu n'hésites pas à comparer euh, ces rites, enfin ces rites, si on peut dire des rites, on va dire, ce sacrifice au rite aztèque, me semble, c'est cela. Mhm. Euh, Pourquoi c'est Israël qui est en pointe de cela aujourd'hui? Alors, il faut revenir chronologiquement. Bon, déjà, je vous ai parlé du messianisme et du messianisme juif. Du point de vue d'une certaine oligarchie, notamment juive, le peuple d'Israël doit être en pointe dans, dans les processus historiques, idéologiques devant mener à la fin de l'histoire. Je cite par exemple Bernard-Henri Lévy qui nous dit que le peuple juif est cette petite escorte secrète et silencieuse qui accompagne, qui guide les nations. Donc il y a toujours cette idée-là qui est ancienne en fait, parce que il y a d'abord l'idée de peuple élu qui renvoie à la Bible hébraïque, mais il y a une idée quand même un peu plus récente, moderne, qui naît dans un courant kabbalistique qu'on appelle le lourianisme, dont le père est Isaac Luria. Je vais faire très court, hein, les détails sont dans mon livre. Il y a cette idée que le peuple juif est le moteur de l'histoire et qu'il est lui-même en fait le Messie, et son propre Messie. Donc, à l'image du Messie, le peuple juif doit être à la fois le guide et le modèle et le peuple qui donne le là. Malgré lui, hein, parce que le peuple, les communautés juives n'ont peut-être pas demandé à devenir des modèles, mais malgré lui. Alors, dans l'épisode covidien, ça a été très net. C'est-à-dire que dès le début du Covid-19, les dirigeants israéliens, et dans les médias on l'a vu,
ont annoncé très vite qu'ils étaient en train de produire un vaccin contre le Covid-19. Bon, à ce jour, on l'a pas vu, ce vaccin, mais ils nous disaient déjà qu'ils étaient en train le laboratoire pharmaceutique israélien avait découvert le vaccin miracle contre le Covid-19. Donc il y avait déjà ce storytelling d'Israël qui allait sauver l'humanité grâce à ce vaccin. Et dans un second temps, on a vu aussi, alors on nous parle beaucoup du modèle chinois. C'est vrai qu'il y a un modèle chinois de contrôle social des individus, de crédit social, de flicage numérique, etc. Mais dans le contexte du Covid-19, le pays qui a servi de modèle sur le plan médiatique, c'est-à-dire qu'on nous a montré comme modèle à suivre, ça a été Israël, pas la Chine. Je remonte cette chronologie dans mon livre et je montre par exemple que sur CNews, notamment dans l'émission d'Éric Zemmour face à l'info, Israël était présenté comme modèle. Alors c'était eux qui avaient commencé à confiner en premier et c'était eux qui avaient mis en place très vite une espèce de passe sanitaire, ce qu'ils appelaient le traçage. Et on voyait Éric Zemmour opiner du chef en disant oui, oui, ils ont le traçage numérique, etc. On avait l'impression qu'il était très fier de parler d'Israël qui était en train de mettre en place cette tyrannie sanitaire. Et, et d'ailleurs, quelques jours plus tard, Benjamin Netanyahou, qui était encore Premier ministre à l'époque, avait remercié CNews en disant que la France savait que Israël était le modèle de lutte contre le Covid. Donc, et puis ça a continué sur LCI, etc. Je rapporte tous ces éléments-là où on nous présentait Israël comme le pays qui avait réussi à endiguer le Covid-19 par la vaccination et par le pass sanitaire. Et en fait, ça a été un échec, on l'a vu. Et là, je rapporte aussi tous les chiffres et les diagrammes et les statistiques, donc, sur cette explosion de contamination, cette explosion de la mortalité et l'apparition d'un variant en Israël qui a été le pays qui a le plus vacciné. Et d'ailleurs, ils ont eu plusieurs, ce qu'on appelle des vagues, alors que les vagues, ça n'existait pas, mais disons des variants qui se sont succédés et qui ont conduit Israël, depuis cet été, puis la rentrée, à reconfiner partiellement, etc., à remettre les masques dans les rues, etc. Alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Israël est devenu un modèle pour l'Occident, du moins de façon artificielle, hein, par le haut, par les médias, par les politiques. Mais ce faisant, Israël a sacrifié, disons, la santé d'une partie de sa population, puisqu'elle devait servir de modèle. Elle devait aussi euh, faire ce passage par le feu. Et si Israël est en pointe, si le peuple juif est en pointe dans cette lutte, entre guillemets, contre le Covid-19, eh bien, c'est un peu comme dans une guerre, quand vous êtes en première ligne. C'est ceux qui ont été envoyés en première ligne. Et c'est là c'est là on en vient à l'interprétation, mon interprétation sacrificielle. Euh, je vais faire très court là aussi, je renvoie les lecteurs à l'ouvrage. En fait, dans le monde archaïque, même dans le monde de la Bible hébraïque, parce que même si le monothéisme a aboli le sacrifice humain, les Hébreux sont revenus au sacrifice d'enfants, et d'ailleurs pendant une très longue période, et ça a été aboli durant l'époque perse, en fait, quand il y a eu le retour d'Esdras, etc. Bref, je vous passe les détails. Et dans l'idée du sacrifice, euh, c'est très simple. Vous sacrifiez ce que vous avez de plus cher au monde à la divinité, et la divinité va vous récompenser proportionnellement à votre sacrifice. Et cette idée de sacrifice, en fait, n'a jamais vraiment disparu dans la mémoire collective humaine, si ce n'est dans certaines traditions qui ont aboli le sacrifice. Le christianisme a aboli nettement le sacrifice et l'islam a aboli aussi très nettement le sacrifice.
il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, dans l'époque moderne où, notamment en Occident, le christianisme s'est effondré, on voit revenir le sacrifice sous une forme différente. Et dans le monde juif, quelque part, il y a toujours cette idée, cette logique sacrificielle. Et je rapporte d'ailleurs une citation d'un rabbin qui ne s'en cache pas et qui parle de la Shoah. Oui, ils n'en sont D'ailleurs, pas à leur premier, enfin, voilà. leur coup d'essai, c'est ça que je veux dire. Oui, d'ailleurs, le terme qui est utilisé pour désigner la Shoah avant que le terme Shoah ne soit employé, qui veut dire en fait catastrophe, c'est un peu en fait pour reprendre le terme arabe, Nakba, parce qu'en fait le terme de Shoah pour le, le massacre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale est en fait repris du terme arabe Nakba, qui a été utilisé après 1947, quand les 700 à 750 000 Palestiniens avaient dû fuir leur pays, fuir la Palestine. On a appelé ça la Nakba, catastrophe. Et la Shoah, le terme Shoah a été utilisé pour l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cela, on disait Holocauste. Holocauste. Et le Holocauste, c'est un terme grec qu'on retrouve dans la Bible hébraïque qui veut dire sacrifice. C'est-à-dire que très tôt, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a appelé le massacre des Juifs sacrifice. Et c'est pour cela que, par exemple, le rabbin Oran Chaya que je cite dit, je cite, toute cette souffrance, c'est terrible de la Shoah. Il dit, mais grâce à quoi on existe, nous, aujourd'hui en Israël? Grâce à quoi on a eu l'État d'Israël? Grâce à quoi on a eu tout cela? Si ce n'est grâce au mérite de la Shoah. Il dit, donc, toute cette souffrance est terrible, mais avec un peu de souffrance, mais pour un peu de souffrance, tu obtiens l'infini, ça vaut le coup. Ce sont les termes du Rav Ron Shaya. En fait, lui, il traduit en des termes un peu triviaux une réalité anthropologique et religieuse qui s'est maintenue à travers les millénaires. C'est-à-dire l'idée simple que on va donner quelque chose de très cher pour nous et en retour, on va obtenir plus encore. C'est cette idée des élites juives qui sacrifient une partie de leur peuple. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, récemment, dans une émission là, que j'ai enregistrée, qui vient d'être diffusée, La Marche du Monde, où je reparle de ça. On m'a interrogé sur l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, sur les organisations juives, consistoires juifs qui ont donné des juifs étrangers aux Allemands pour sauver les Juifs français. Mais cette logique-là, on la retrouve dans des tas de configurations différentes. Vous allez offrir, donner en sacrifice une partie de votre communauté, vos enfants, et vous allez obtenir quelque chose en retour. Voilà, pour être succinct. Donc tu compares ça notamment aux Aztèques. Tu fais mention aussi de René Girard qui parle de cela. Alors en fait, c'est autre chose, les Aztèques. Qu'est-ce que c'est? J'utilise l'exemple aztèque pour parler d'un... Parce qu'en fait, dans mon ouvrage, je parle de ce sacrifice-là dont je viens de vous parler. Je parle aussi du sacrifice économique. Et c'est là que j'utilise en fait le modèle aztèque pour le comprendre. J'explique qu'on est passé de la société de la consommation à la société de la consommation. Là, j'utilise le modèle aztèque parce qu'il me permet de comprendre ce processus. Et je parle d'un autre sacrifice aussi, qui est le sacrifice écologique. Bon, tu veux qu'on parle du sacrifice économique? Oui, Hmm. Alors, en fait, on était en Occident jusqu'à une période récente, en fait, dans un capitalisme fordien, productiviste et de croissance. Voilà, c'est le capitalisme d'après-guerre qui a vendu le traditionnel. plein emploi, donc production, croissance, avec l'implication d'une croissance démographique aussi. Ça va de pair. Et ce que je dis, c'est que là, on est face à un néo-capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme financier qui a pris le pas sur le capitalisme productif industriel. Et dans l'idée de ce néo-capitalisme financier qui accompagne en fait la nouvelle révolution technologique,
on n'a plus besoin en fait de toute cette main-d'œuvre. C'est-à-dire que toute la main-d'œuvre, donc classe populaire, classe ouvrière et classe moyenne, qui ont été générées par le capitalisme traditionnel, 19e, 20e siècle, aujourd'hui constituent pour l'oligarchie capitalistique financière non pas un, un outil, un levier de développement, mais aujourd'hui un danger même physique. Et à partir des années 80, on a vu cette politique se mettre en place, donc de destruction systématique de la classe ouvrière. Donc en fait, on a, on a délocalisé la main-d'œuvre et les usines. Et dans un second temps, cette même oligarchie s'est mise à combattre, à détruire les classes moyennes dont elle n'a plus besoin. C'est ce qu'appelle Laurent Alexandre les inutiles quand il parle des gilets jaunes. Et donc l'oligarchie se retrouve face à des masses en Occident, des catégories sociales qui sont formées en partie intellectuellement, qu'on détruit sur le plan socio-économique et qui constituent un danger physique. On l'a vu avec les gilets jaunes. Et le modèle aztèque m'a permis d'interpréter ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que à l'époque des Aztèques, il y avait des sacrifices massifs annuels, entre 20 000 et 100 000 individus étaient sacrifiés pour le soleil, pour permettre au soleil de survivre selon eux. Et si le soleil survit, c'est la société qui survit. Et dans la société aztèque, on sacrifiait prioritairement les prisonniers et les esclaves, qui constituaient en fait une énergie, comment dire, inutile, voire dangereuse en fait, pour la stabilité de la société et du pouvoir. Et donc, on avait ce mythe du sacrifice pour alimenter le soleil qui venait accompagner en fait un sacrifice qui avait pour objectif la stabilité sociale et donc la protection du pouvoir. Aujourd'hui, on est un peu dans la même configuration, c'est-à-dire que on a tout un discours écologique qui porte comment dire, qui pousse à la dénatalité, à réduire la population mondiale, donc avec la stérilisation, etc. Mais en réalité, ce discours est un autre mythe fondateur. On va sauver la planète, et pour sauver la planète, on doit réduire le nombre d'individus. En réalité, nous allons consumer cette énergie supplémentaire, ces êtres humains surnuméraires, pour se protéger soi. Et la destruction de l'économie qui s'est accélérée avec le Covid correspond, selon moi, à ce passage de la société de la consommation, société de consommation, à la société de consommation. Très bien, très bien. Voilà. On parle de... Eric Vérac parlait, tu sais, du fameux wallet. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui était de merger, si je puis dire, l'ensemble des données, identité, démonétisation, enfin, quand je dis démonétiser, c'est plutôt l'argent va devenir virtuel, donc je crois à court terme. Hein. Je crois Pierre Hillard parle de 2024, 2025, surtout en Europe. On a ça qui est en train de se mettre en place. Tu dis pas, t'emploies pas le terme wallet dans ton livre, mais tu parles justement de la justification, comment dire, de cette dite pandémie pour amener à ce lendemain, c'est-à-dire à une société de contrôle total sur l'identité, l'argent, enfin le tout numérique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette idée-là? Oui, alors, en fait, vous avez donc le discours sanitaire qui pousse en fait à la destruction accélérée d'un certain nombre d'emplois. Là, je cite par exemple Klaus Schwab dans W7, où il dit par exemple, d'ailleurs, il cite des universitaires
de l'université d'Oxford, qui déjà en 2016 disait par exemple dans la restauration, on va supprimer 86% des emplois. Enfin, bref, c'est dans un certain nombre de domaines d'activité, on va avoir des suppressions de l'ordre de 50 à 86% des emplois. Et Schwab nous dit que c'est pour votre santé, c'est-à-dire pour limiter les interactions entre les individus, pour limiter, pour limiter la propagation du virus, et mais des virus en général. Donc ça, donc là, le Covid sert de prétexte aussi à la destruction de l'emploi. Et là, on en revient à ce que je disais précédemment, parce que c'était de consommation, de destruction de l'emploi. Et parallèlement à ça, ça va accélérer justement ce contrôle numérique social. Parce que, en fait, tout est cohérent. Si vous détruisez les catégories populaires, les classes moyennes, vous détruisez les emplois, vous allez augmenter tendanciellement la colère des peuples et le risque de révolte, lui aussi, va augmenter. Donc, vous avez le Covid-19 qui vient justifier l'accélération de la destruction des emplois, la distanciation des individus pour justement briser le lien social, qui est lui aussi un des moyens d'agréger les gens dans un but, enfin, pour aller vers la révolte. Et puis, vous avez le contrôle numérique qui accompagne le covidisme pour pouvoir contrôler les individus et prévenir justement ces révoltes. Donc tout est combiné. D'ailleurs, j'ai vu dans un reportage le père chinois du contrôle social, donc en Chine, qui conseillait à la France de s'inspirer de leur crédit social, en disant, avec le crédit social, vous n'auriez pas eu les gilets jaunes. Mais ce qu'il faut dire, ça je le rapporte dans mon ouvrage, c'est que la Chine n'a pas inventé ce modèle. D'ailleurs, la technologie, le gros de la technologie utilisée par la Chine pour le contrôle, dans le but du contrôle social, ce sont des technologies développées en Occident. Simplement, en Chine, ils n'ont pas le verrou culturel, anthropologique et légal euh, ralentissant la mise en place de ce système. Mais ce système, ce ne sont pas les Chinois qui l'ont inventé. Ils l'ont simplement mis en place plus rapidement parce qu'ils n'ont pas, justement, comme je l'ai dit, tous ces freins. Mais le covidisme permet justement de faire sauter ces digues légales, je dirais même psychologiques, permettant la mise en place de cette tyrannie qui est à la fois sanitaire, policière et numérique. Et donc, vous aurez dans votre wallet ou passe sanitaire, hein, on peut appeler ça comme on veut, euh, toutes vos informations. D'ailleurs, je cite un rapport du Sénat dans mon ouvrage qui parle du flicage des individus, c'est-à-dire si vous êtes contaminé ou en période de confinement et que vous avez par exemple un commerce, on va vérifier si vous êtes sorti de chez vous ou pas, si vous êtes allé travailler ou pas. Donc vos déplacements, ce sera un passeport sanitaire, votre carte bleue, pièce d'identité, tout à la fois. Et sous prétexte de lutte contre cette pandémie ou une autre, eh bien, on vous infligera, par exemple, des taxes supplémentaires si vous êtes sorti de chez vous trop longtemps. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est dans un rapport du Sénat de juin dernier, que je cite dans mon ouvrage. Donc, euh, toute la technologie, en fait, est en place pour cela, mais, mais il y a juste encore quelques verrous à faire sauter. Mais déjà, la Constitution en France a été abolie. C'est terminé. Tout ce qui est en train de se mettre en place, pas seulement depuis l'époque covidienne, mais déjà depuis l'époque terroriste, là, l'ère terroriste, en fait, depuis 2015, en France, on est en état d'urgence. L'état d'urgence est renouvelé. Au début, c'était l'état d'urgence terroriste. Maintenant, c'est l'état d'urgence Covidiste. sanitaire. C'est officiel, c'est comme ça que ça s'appelle, état d'urgence sanitaire. Donc, ça permet de suspendre la Constitution et de faire avancer des nouvelles lois jusqu'à, en fait, peut-être la rédaction d'une nouvelle Constitution. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir
vision globale, c'est ce que je propose dans mon livre, donc une vision anthropologique, religieuse, économique, sociale et aussi technologique. Je cite un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui pointent du doigt ce danger. On a l'impression quand même aujourd'hui, après les prises de parole du gouvernement là, récemment, qu'ils vont quand même gentiment à tâtons. D'après toi, tu penses parce que c'est les élections présidentielles qui pointent le bout de leur nez, donc ils font attention et lorsqu'ils vont reprendre les manettes pour 5 ans, c'est là qu'ils vont accélérer certainement la tyrannie. Alors, j'ai publié il y a quelques jours sur Oui. strategica.fr un article qui a pour titre Tyrannie sanitaire et folie collective. Et je rapportais qu'au mois de juin-juillet, par exemple, déjà, le gouvernement, Castex, avait envoyé des lettres aux députés de la majorité pour annoncer la mise en place de la vaccination obligatoire. Et ce qui a ralenti en fait la mise en place de la vaccination obligatoire en France, ça a été les manifestations de cet été, qui ont commencé, je crois, mi-juillet. Et 14 juillet, c'était, je crois, la ça, première. voilà. Et donc, ce que je rapporte, c'était dans la première moitié du mois de juillet. Donc, c'était dans les tuyaux. Ils étaient en train d'avancer. Et les manifestations massives ont mis un coup d'arrêt, plutôt un frein, à cette mise en place de la vaccination obligatoire. Mais c'est en train de venir, par exemple, en Allemagne. Ils sont en train de le mettre en place en Allemagne. Là, le nouveau chancelier est en train de le mettre en place. Et c'est simplement une question de cadence, de rythme, mais l'agenda n'a pas bougé. Donc, ils avaient prévu de mettre ça en place cet été, justement, profiter comme d'habitude des vacances d'été pour faire avancer leur agenda, mais il y a eu les manifestations durant l'été. Ils ont suspendu la vaccination obligatoire. Ils ont mis en place d'abord la vaccination par tranche. En fait, j'appelle ça la technique de l'entonnoir. Ils y vont par tranche d'âge, par catégorie professionnelle, et ainsi de suite, au lieu de mettre en place la vaccination obligatoire tout de suite. Donc, ils vont attendre un peu. Après, effectivement, il va y avoir. Je pense qu'ils voulaient mettre ça en place avant la campagne présidentielle. Mieux vaut pas Alors maintenant. là, en fait, ils voulaient mettre ça en place cet été. Comme ça, à la rentrée, c'est fait, obligation vaccinale. Ils n'ont pas pu. Et là, à la rentrée, on est passé dans la période préélectorale. Donc peut-être qu'ils vont attendre les prochaines élections et puis ils dérouleront l'agenda. Mais le projet est là, on a toutes les preuves, tout est dans mon ouvrage, dans mon dernier article. Et c'est qu'une question de temps. Voilà. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver, mais je dis que ça fait partie de leur programme et ce n'est qu'une question d'échéance. Il ne faut rien lâcher, hein. Si ça reprend de plus belle, eh bien, on redescendra de plus belle. On parle des présidentielles, justement. On va parler de ton chouchou, Éric Zemmour. C'est officiel. Il est en campagne présidentielle. Il y a eu quelques turbulences, notamment, je crois que c'était au Bourget, avec Mhm. les antiracistes, tout ça, Ouais, euh, qui font campagne pour lui. qui font campagne pour lui. Oui, tu peux nous en dire deux mots de l'officialisation de sa campagne présidentielle? Je pense qu'on l'attendait tous, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Sa campagne, effectivement, il y a eu un coup de mou. Il a repris la main là, quand il a fait son discours à Villepinte. Je n'ai pas écouté entièrement, j'ai dû écouter la moitié, quelque chose comme ça. C'était bien ficelé, c'est-à-dire un discours plutôt irréprochable dans la forme, hein, et professionnel. Enfin, voilà, c'était bien fait. Mais bon, comme d'habitude, on n'attaque pas le fond du problème. Je veux dire, sa seule attaque contre Macron, ça a été de dire c'est un adolescent qui va retourner faire sa crise d'adolescence après les élections. Enfin, je veux dire, c'est pas avec ça qu'il fera tomber Spectacle. Macron. C'est juste du spectacle. Voilà, c'est de la punchline, mais il n'attaque pas sur le fond. D'ailleurs, si Éric Zemmour, comme d'autres, voulait démolir Emmanuel Macron, il parlerait par exemple du pacte de corruption. D'ailleurs,
D'ailleurs, Valérie Pécresse, elle aussi, elle a croqué dans le pacte de corruption. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que quand je parle de macrono-zémourisme, eh bien, ça se confirme. Là, on a vu Aziza poser la question à Macron, lui disant, enfin, oui, lui disant, mais qu'est-ce que vous pensez du raciste, antisémite, etc., Éric Zemmour? Et lui, il répond, il ne m'appartient pas de juger, en gros, de dire quel doit être le discours d'un candidat. Et parallèlement, Darmanin, après les heurts qui ont eu lieu, euh, je crois que c'était à Villepinte, hein, lors du meeting de Zemmour, Darmanin annonce qu'il va renforcer la sécurité policière pour Zemmour. Enfin, je veux dire, moi, je ne me souviens pas Ça avoir veut tout entendu un dire. ministre de l'Intérieur annoncer, annoncer cela pour Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Je veux dire, moi, par exemple, de mon expérience personnelle, moi, Darmanin, il m'a envoyé la police chez moi, me chercher, me convoquer pour m'interroger pour une coupure de presse que j'avais publiée sur Twitter. Vous voyez. Donc, je veux dire, ce que je répondais récemment à Pierre Jovanovic, le pouvoir, lui, ne se trompe pas d'ennemi. Il sait véritablement qui est son ennemi et qui est son allié. Voilà. Donc, quand Darmanin, le petit ministre de l'Intérieur sarkozyste, annonce qu'il va augmenter la sécurité d'Éric Zemmour pour la campagne, c'est pour s'assurer qu'Éric Zemmour puisse bien faire campagne jusqu'au bout et permettre la réélection d'Emmanuel Macron. En fait, et les gens tombent dans le panneau parce que c'est ce qu'avait fait Mitterrand dans les années 80 avec Le Pen, Mhm. Jean-Marie Le Pen. Il l'a fait monter pour diviser la droite et assurer sa réélection. Et aujourd'hui, c'est ça. Ils font monter Éric Zemmour pour affaiblir Marine Le Pen, diviser la droite et permettre ainsi la réélection d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est de l'arithmétique. Et tout le reste, c'est du théâtre. Voilà. Très bien. Donc, voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Maintenant, on va attendre, hein. Il peut toujours y avoir des surprises. Ils peuvent, s'ils ont vraiment peur que Marine Le Pen passe au second tour malgré Éric Zemmour, ils peuvent toujours faire monter artificiellement Valérie Pécresse pour avoir, d'ailleurs c'est ce qu'ils nous annoncent là, un second tour Pécresse-Macron, bonnet blanc contre blanc-bonnet. Comme ça, ils sont pile je gagne, face super, au moins ils sont sûrs de gagner à tous les coups. Parce que Éric Zemmour, a priori, n'arrivera pas au second tour, sauf une dégringolade brutale de Marine Le Pen. Et pour que Marine Le Pen dégringole, il faudrait qu'elle perde son électorat populaire, ce que Zemmour ne peut pas lui voler, parce que c'est un candidat de la bourgeoisie. Donc, ce qui peut se passer, c'est l'affaiblissement de Marine Le Pen par Éric Zemmour et avec un bon trucage électoral, faire passer Valérie Pécresse au second tour. Ça peut être un scénario. Ça peut être un scénario. S'ils constatent qu'Éric Zemmour ne décolle pas et qu'il ne peut pas arriver au second tour à la place de Marine Le Pen face à Macron, eh bien, ils pourront faire passer Valérie Pécresse. Mais quoi qu'il en soit, le rôle d'Éric Zemmour demeure le même. Affaiblir Marine Le Pen, diviser la droite et faciliter l'élection du candidat du système. Que ce soit, je veux dire, ils sont interchangeables. Que ce soit, alors on me dit oui, mais il y a Pécresse qui monte, etc. Enfin, peu importe. Peu importe. Euh, Peu importe. L'opération Zemmour, c'est de maintenir le système en place. Que le président soit Macron ou que ce soit Valérie Pécresse, ça ne changera pas grand-chose. Très bien. Voilà. Et puis lui, après l'élection, il pourra jouer le rôle de l'opposant au système, continuer le théâtre. Très bien. On peut peut-être terminer sur un petit mot sur Stratégica, nous parler un peu de Stratégica. Qu'est-ce que Stratégica? Qui en sont les acteurs? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Youssef? Oui, alors Stratégica est un think tank. On publie des articles et des dossiers qui sont essentiellement des articles et des dossiers de philosophie politique, de politologie et de géopolitique.
On a cofondé avec Pierre-Antoine Plaquevent Stratégica. On a des collaborations, on est en partenariat avec le Forum de Chisinau, dirigé par Yuri Rochka en Moldavie. On est en partenariat avec Stratpol, Xavier Moreau, Il donc sort Xavier son Moreau, livre d'ailleurs, le fondateur. qui sort Oui, son livre qui se nomme Le le livre noir Mort de la gauche de française. la gauche française. Et donc, on a été en pointe. Stratégica a été, je pense, enfin, pas je pense, j'affirme, le principal site, le seul think tank qui a étudié et analysé le covidisme le plus en profondeur et ses différents aspects. Dès le début, en fait, dès le premier confinement, on a été vraiment en pointe là-dessus. Et Pierre-Antoine Plaquevent a publié de nombreux dossiers, plusieurs dossiers sur le covidisme, sur la dépopulation, sur le Le malthusianisme, malthusianisme, tout ça. sur l'urgence climatique et justement la dépopulation, sur la vaccination la stérilisation. Donc, on a été vraiment en pointe. On a de nombreux collaborateurs, parmi lesquels le biologiste Claude Timmerman, le colonel Alain Corvez, le général Dominique de Lavarde. Qui? Le général Dominique de Lavarde, Qui? voilà, qui est devenu célèbre suite à son passage sur CNews, mais qui a été l'état-major interarmé responsable du renseignement électronique, qui n'est pas n'importe qui. Ah, c'est pas un ministère. Euh, non, voilà. On a aussi des publications régulières, par exemple, de Valérie Bugeaud Chien et cerise. Lucien Cerise Pierre aussi, Hillard. Pierre Hillard aussi. On a publié un de ses dossiers d'ailleurs. Je crois que c'était en début d'année ou l'année dernière. Et bien d'autres. Donc Strategica, c'est cela. C'est un site qui a connu un très rapide essor juste après sa création début 2020, justement parce qu'on a été en pointe sur le Covid-19. Alors, on a aussi des partenariats. Là, j'ai publié, c'est mon deuxième livre que je publie en partenariat avec K Édition et Stratégica. Donc, il y a eu l'islam politique. Là, il y a eu donc, il y a covidisme et messianisme. Et peut-être bientôt en ouvrage, on verra, de Pierre-Antoine Plaquevent, aussi en partenariat avec Stratégica et un autre éditeur. On verra cela. Voilà, donc on continue. Puis là, récemment, j'ai publié un article sur Stratégica, Mhm. tyrannie sanitaire et folie collective, qui est un autre aspect en fait du covidisme, qui est celui de l'ingénierie psychosociale du covidisme. Et voilà, donc aussi des articles de géopolitique. Et j'ai l'intention, dans les prochaines semaines ou prochains mois, de publier un dossier sur la géopolitique mondiale, notamment États-Unis, Russie, Chine et la géopolitique américaine en Eurasie. Voilà. Très bien, très bien. Je mets en lien le site de Strategica dans la description sous la vidéo aussi, avec l'ouvrage Covidisme et Messianisme. J'oublie le sous-titre, donc Tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice, en collaboration avec K Édition et Strategica. Donc procurez-vous-le. Et Voilà. sachez que nous avons simplement effleuré le sujet. Donc tout le détail est dedans. Nous avons notamment, tu as, tu as documenté l'ouvrage, hein. Il y a parfois des Oui, diagrammes, oui, voilà, par exemple cela. Donc tout est oui. documenté, sourcé comme d'habitude, hein, comme dans chacun de tes ouvrages. C'est très important. Tu fais un travail empirique de qualité, Youssef. Merci. En tout cas, je remercie les lecteurs parce que l'ouvrage, dès sa sortie, a connu un vif succès, numéro un des ventes dans la catégorie Histoire des religions et culture et religion sur Amazon, alors que je n'avais même pas encore commencé la promotion du livre. C'est un véritable succès. Les retours pour l'instant des lecteurs sont tous extrêmement positifs. Voilà, donc je les remercie. Et puis, allez aussi régulièrement sur le site Stratégica. On publie régulièrement des études concernant le Covid, le covidisme, mais pas seulement sur la géopolitique mondiale. Très bien, Voilà. Youssef.
Et merci Merci. infiniment d'être venu sur la chaîne. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bien, je te dis Partagé. à très bientôt et n'hésitez pas à vous procurer le livre. Je le mets en lien dans la description sous la vidéo. Je vous dis à très Voilà. bientôt. Au revoir, Youssef. Oui. Juste une précision, vous pouvez Oui. vous le procurer dans certaines librairies à Paris. La librairie Vincent, 115 avenue de la Bourdonnais, la librairie de Lorient, dans le 5e arrondissement, en face de l'Institut du monde arabe, et la librairie Albourak, Mhm. dans le 11e arrondissement. Et sinon, si vous ne vivez pas à Paris, vous pouvez le commander sur le site de la librairie de Lorient, la librairie de Lorient.fr. Comme ça, vous faites travailler les libraires. Voilà. Et pour ceux qui vraiment ne peuvent pas, Amazon, ceux qui ont leur compte sur Amazon, mais prioritairement les libraires, c'est les Très sites bien. des libraires. Eh bien, on va faire ainsi. Merci, Merci. Youssef, et à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt.